Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La Sûreté du Québec a dévoilé en fin de semaine l'identité du jeune homme de 19 ans qui est décédé lors d'un accident de la route jeudi soir dernier dans les limites de la municipalité d'Adstock. Il s'agit de Zachary Gay de Thetford Mines. L'accident a eu lieu vers 18h30 à l'intersection de la route 269 et durant McEachern à Adstock jeudi dernier. Les policiers du centre de service de Thetford Mines avaient été appelés en fin de journée pour un véhicule ayant brutalement percuté un arbre. Les pinces de désincarcération avaient également été demandées sur place. Un enquêteur en collision a aussi été dépêché sur les lieux afin d'expertiser la scène. Pour l'instant, il n'y aurait pas de développement sur les circonstances de cette tragédie routière. Le 6 avril dernier avait lieu un événement dans la région de Thetford Mines, ayant pour but de sensibiliser la population aux surdoses. Afin d'en prendre mieux connaissance, votre télévision communautaire a couvert l'événement et a recueilli les propos de 2 instigatrices du projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, l'événement spécial de ce 6 avril? Oui, aujourd'hui, c'était la journée de sensibilisation aux personnes qui ont fait des surdoses. Donc, on commémorait les personnes qui sont décédées d'une surdose et ou qui en sont pas décédées. On passait dans les organismes communautaires de Thetford Mines ainsi que les bars pour distribuer des ballons noirs et des petits outils de prévention pour les gens qui fréquentent les milieux pour qu'ils puissent consommer d'une façon responsable. Puis, cette journée-là est à travers le Québec. Donc, nous, on a pris parti de cette journée-là en fonction de notre réalité régionale. Puis, on trouvait important de sensibiliser les gens à cette journée parce qu'on sait bien que les surdoses peuvent survenir dans plusieurs contextes de consommation et on sait que la consommation est présente. Donc, on voudrait remercier toutes les personnes qui ont participé à notre marche. Puis les organismes et tous les commerces qui nous ont accueillis dans leur bureau pour justement remettre nos outils de prévention et de sensibilisation, d'avoir pris une petite balloune pour être sensibilisés eux aussi à cette journée. Donc, merci à notre fidèle partenaire, le Centre Doré des Appalaches, qui nous a permis de faire cette journée. Au réseau d'entraide des Appalaches aussi, d'être venus marcher avec nous, les travailleurs de rue et leurs usagers. Je voudrais aussi remercier les personnes qui se sont mobilisées pour venir ici aussi. Ainsi que le Piccolo qui nous a fourni les ballons noirs, Martin La Liberté qui a fait notre logo et la QP Sud aussi qui nous a envoyé notre banderole. Nous, on a un 5 mètres. Eux, à Montréal, ils ont combien de pieds déjà? Ils ont peut-être 50 pieds de banderole, puis c'était une banderole infinie qui appelait. C'est eux qui nous ont inspiré cette journée-là ici à Thetford. Êtes-vous satisfaite de votre première édition? Nous sommes satisfaits
satisfaite de notre première édition. Oui. C'était une très belle première édition. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, c'était très apprécié. Bravo les filles. Merci. Le 28 mai prochain, dès 14h30, sera présenté pour la première fois un spectacle bénéfice intitulé « La Dame en bleu chante Louvain » afin de soutenir la Société de recherche sur le cancer, un hommage à Michel Louvain, hommage haut en émotion. Cet événement aura lieu à l'espace culturel Le Vitrail, un organisme qui a pour mission de permettre la diffusion, l'accessibilité des arts et de la culture sous toutes ses coutures. Les fonds récoltés lors de ce spectacle seront remis au Fonds de recherche Michel Louvain, un organisme sans but lucratif qui se consacre à la recherche sur le cancer. Grâce à la générosité des donateurs, la Société de recherche sur le cancer finance des projets de recherche novateurs, fournit du soutien aux patients atteints de cancer et à leurs familles et sensibilise la population aux problèmes liés au cancer. Ce moment de belle nostalgie mettra à l'honneur l'artiste québécoise talentueuse Lorraine Campeau, souhaitant célébrer la mémoire de notre idole locale, Michel Louvain, lors d'une occasion unique de célébrer la passion de la musique et de la vie. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à ce spectacle, à cet événement extraordinaire de soutien pour une cause importante. Dans le cadre du Jour de la Terre, au cours de la semaine dernière, les élèves de l'école Paul VI d'East Broughton ont vécu de nombreuses activités reliées aux 3 R, à savoir réduire, récupérer et réutiliser. Les enfants ont réduit leur empreinte écologique en apportant des collations zéro déchet tout au long de la semaine précédant le Jour de la Terre. De plus, dans le but de récupérer, le concours On pile nos piles a eu lieu entre les différents groupes de l'école. Au total, pas moins de 750 livres de piles usagées, à savoir 340 kilos, ont été accumulés et acheminés au centre de récupération. Finalement, le volet réutilisé s'est concrétisé par un échange de jouets, de livres et de jeux de société usagés provenant de la maison. Il est important pour l'équipe de l'école Paul VI de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux, car ils seront les acteurs de demain pour préserver notre seule et unique planète, de mentionner le directeur par intérim de l'institution, M. René Bolduc. Jeudi le 20 avril dernier, les équipes du primaire du Centre de services scolaires des Appalaches participaient à la finale régionale Zone 1. Elles avaient rendez-vous à l'Expo Cité de Québec. 2 équipes se sont particulièrement démarquées par une première et une deuxième position chez les 10 et 12 ans. Une médaille d'or a été attribuée à Olivier Fauché de l'école Notre-Dame et une médaille d'argent a été octroyée à Gabriel Rousseau. Justin Gamache, Jacob Jolicoeur
et d'Ellen Dussault de l'école Tournesol. Les deux équipes se sont qualifiées pour la finale nationale qui aura lieu au Centre des sciences de Montréal le 4 juin prochain. Grâce à sa persévérance, l'école de l'équipe 80 a terminé en 12e position. Félicitations donc à tous les participants à cette journée de compétition en vente et un merci spécial à tous les adultes du Centre de services scolaires des Appalaches pour leur engagement remarquable auprès des élèves. Compétition robotique zone 1 finale régionale. Pour cette édition 2023 de la compétition, 54 équipes participaient au mode survie de la finale régionale de la robotique zone 1 qui se tenait à Québec vendredi le 21 avril dernier. Xavier Turcotte et Cédric Boilard ont remporté la médaille d'or dans la catégorie 13-15 ans. Ils s'assurent ainsi d'une place à la finale nationale qui aura lieu à Montréal le 4 juin prochain. L'équipe de Rosalie Bolduc et Livia Couture a, pour sa part, fait preuve d'une persévérance remarquable. 4 équipes représentaient fièrement la polyvalente d'Israélie. Raphaël Bisson et William Beaulieu ont terminé 5e à seulement 1 point de la sélection nationale. Pour leur part, Logan Barry et Édouard Laplante ont terminé 6e à seulement 3 points de la sélection nationale. L'équipe d'Alexis Roberge, Tristan Binazzi, Dante Mota Caranco ont terminé 11e et finalement, les champions en titre de l'an dernier, Mathieu Rousseau et Zach Eusebio-Patry, ont donné aux spectateurs des sueurs froides jusqu'à la dernière seconde. Comme mentionné, l'édition 2023 de la Super Expo Science Hydro-Québec se tenait également du 21 au 23 avril et elle s'est conclue de façon exceptionnelle pour les représentants de la polyvalente de Black Lake, alors pour Zachary Dosti et Michael Plante. Leur projet, intitulé « L'énergie sans fil de Tesla », s'est particulièrement démarqué et sa conception a attiré l'attention parmi les 103 projets présentés par des jeunes du secondaire et du collégial provenant de partout au Québec. Celui-ci consistait à démontrer qu'il est possible de transmettre de l'énergie sans fil de la tour de Tesla vers les électroménagers d'une maison. Pour y arriver, les deux passionnés des sciences se sont inspirés du modèle de la bobine créé par Nikola Tesla. On réduit celui-ci à l'échelle et on construit une maquette avec toutes les composantes électroniques. Ils ont amélioré la source de courant en remplaçant celle-ci par des piles alimentées par l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Ce projet a certes impressionné les juges car les deux jeunes en question, Zachary Dosti et Michael Plante, ont reçu une bourse d'études de 1 000 $ provenant de Polytechnique, accompagnée du trophée officiel qu'ils détiendront pour 1 an et qui sera remis annuellement. Le mérite de ces jeunes passionnés des sciences ne s'arrête pas là, puisque les 2 élèves de 4e secondaire feront partie de la délégation québécoise composée de 10 jeunes qui participeront à l'Expo Science pan-canadienne qui se tiendra à Edmonton du 14 au 19 mai 2023.
Nous sommes très fiers de Zacharie et de Michael. Ils récoltent le fruit de tous leurs efforts et de la détermination dont ils ont fait preuve, soutenus par M. Yannick Bouffard, le technicien en travaux pratiques responsable de l'activité de soutenir le directeur de la polyvalente de Black Lake. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, connu sous l'acronyme CATARA, déposait mardi dernier son mémoire à la commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi 19 qui vise à encadrer le travail des enfants. D'entrée de jeu, l'organisme a tenu à exprimer son appui au projet de loi et à féliciter du même coup le ministre du Travail, M. Jean Boulet, pour le dépôt de ce projet de loi tant attendu. Depuis plus de 5 ans, dès qu'une tribune nous était offerte, nous nous faisions un devoir d'alerter la population autant que les instances, qu'elles soient politiques ou économiques, à propos des dangers que courent les enfants d'âge scolaire qui se trouvent sur le marché du travail, d'expliquer M. Mario Dufresne, agent de développement et intervenant chez CATARA. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qui semble se poursuivre encore pour plusieurs années, il était devenu plus qu'urgent d'agir. Non seulement le nombre d'enfants victimes de lésions professionnelles n'a cessé de croître, mais on parle aussi de morts chez les moins de 16 ans, de souligner M. Dufresne. CATARA se réjouit notamment qu'un âge minimal soit fixé pour permettre à un enfant de travailler, qu'on réglemente aussi les heures de travail durant toute la période scolaire, de même le fait que seront pris en considération le type de travail qu'un jeune de moins de 16 ans peut exécuter et les matières dangereuses avec lesquelles il pourrait être en contact. Toutefois, pour CATARA, qui dispense des alliés de prévention en milieu scolaire depuis plusieurs années, ce projet ne tient pas compte de toute la réalité observée lors des rencontres avec les jeunes. Une première crainte pour l'organisme, c'est que les enfants ne puissent plus bénéficier de vacances à l'été. CATARA émet également des doutes quant au nouvel article qui remplacera l'article 84,3 qui est supposé renforcer l'interdiction de faire travailler un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas où aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. CATARA s'interroge également sur le peu d'encadrement dont jouiront les entreprises dites familiales, bien que parmi celles-ci, plusieurs font partie des secteurs à risque d'accidents élevés, selon les données même de la CNESST. Finalement, CATARA lance un cri d'alarme aux élus afin d'attirer leur attention sur un phénomène relativement récent au Québec, celui des enfants obligés de travailler pour permettre aux parents de boucler leur fin de mois, dû à l'augmentation des coûts de produits de base et du logement. Il faut des solutions de rechange. C'est une question de responsabilité sociale dans un pays d'abondance comme le nôtre, conclut-on chez CATARA. À l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale qui se tient cette semaine, tous les organismes communautaires œuvrant en santé mentale sur le territoire de Chaudière-Appalaches unissent leurs voix pour vous rappeler
que nous sommes là pour vous et avec vous. Saviez-vous que 100% des gens ont une santé mentale? Saviez-vous qu'il existe 23 organismes communautaires en santé mentale en Chaudière-Appalaches? Ce sont plus d'une 50aine d'experts accessibles et ayant une approche humaine dédiée à vous aider et à vous accompagner afin de maintenir et d'améliorer votre santé mentale. Les organismes en santé mentale sont une mine d'or de services et de possibilités qui sont à votre disposition, tant en promotion de la santé mentale positive, en prévention de la détresse psychologique qu'en intervention. Que vous ayez besoin de parler à quelqu'un via un groupe d'entraide ou d'une ligne d'écoute, d'être accompagné dans le processus de défense de vos droits, d'un hébergement de crise ou transitoire, ou d'être accompagné dans le maintien à l'emploi, ces organismes sont là pour vous. Il existe également des services offerts aux membres de l'entourage d'une personne vivant avec une problématique de santé mentale. Les organismes communautaires sont une richesse pour la population de la région. Grâce à notre ancrage dans nos collectivités, nous mettons les humains qui la composent de l'avant. Les valeurs uniques à notre milieu, telles l'ouverture, la solidarité, l'équité, l'autonomie et l'accessibilité, font de nous vos experts de choix. En vous souhaitant une bonne semaine nationale de la santé mentale. La collecte printanière des gros déchets est débutée depuis lundi dans les limites de la ville de Thetford Mines. Du 1er mai au 6 juin, la ville de Thetford Mines effectuera la collecte printanière des gros déchets et des produits domestiques dangereux, selon un calendrier préétabli que tous les citoyens ont réussi, ou plutôt ont reçu en décembre dernier. Des équipes procéderont au ramassage dans les différents secteurs de la ville. Lundi, c'était secteur Black Lake, au nord du boulevard Frontenac. Mardi, le secteur Black Lake, quartier Provence. Mercredi, le secteur Black Lake, la Côte. Jeudi, le 4 mai, le secteur Black Lake, la Côte. Et vendredi, le secteur Rivière-Blanche et le quartier Mitchell. Alors, je répète, lundi, secteur Black Lake, au nord du boulevard Frontenac. Mardi, secteur Black Lake, au sud du boulevard Frontenac. Mercredi, secteur Black Lake, quartier Provence. Jeudi, secteur Black Lake, la Côte. Et vendredi, secteur Rivière-Blanche et quartier Mitchell. Une deuxième collecte aura lieu à l'automne. Elle débutera, quant à elle, le 18 septembre pour les secteurs Black Lake et le 25 septembre pour le secteur de Thetford. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue pour la collecte. Ils doivent respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. De nombreux objets ne sont pas recueillis, dont les tubulures d'érablières, les pneus avec roues, les pneus hors normes, de même que les amoncellements de déchets pêle-mêle. Alors voici, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes une excellente santé. Prenez soin de vous et
prenez soin des vôtres.